tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Sommes-nous à un moment charnière? C'est en tout cas ce que pense mon invité, car face au virus, le gouvernement a adopté deux positions, la privation des libertés ou la vaccination. Alors sommes-nous à un point de non-retour? C'est ce que nous allons voir tout de suite, mais avant bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo parce que ça améliore le référencement et que ça me fait plaisir, alors c'est déjà pas mal. C'est parti. Et mon invité est désormais un habitué de TV Liberté. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors je vous présente quand même rapidement, vous êtes le président des Patriotes et vous avez publié un nouvel ouvrage, Covid-19, la grande bascule, que les téléspectateurs peuvent acheter sur le site despatriotes.fr, je crois. Oui, les-patriotes.fr. Voilà. Ça fait la suite un petit peu du dernier livre, Covid-19, l'oligarchie démasquée. C'est un livre qui revient sur un an de crise sanitaire, qui a été avec des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Et quand on lit votre livre, Florian Philippot, on a le sentiment pour vous que nous sommes à un moment charnière, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moment clé. Vous le dites d'ailleurs avec une métaphore, c'est la pièce qui est sur sa tranche, elle est en passe de tomber dans un sens ou dans un autre. Et il est temps pour les Français de réagir, là encore, dans un sens ou dans un autre. C'est exactement ça. Par rapport au premier livre, qui était L'oligarchie démasquée, qui était sorti en septembre dernier, on a plus de recul. Et moi, j'ai voulu prendre de la hauteur et voir et comprendre un peu les dynamiques de cette affaire Covid, puisque nous faire croire que c'est encore une simple crise sanitaire, on peut le faire croire aux très naïfs, aux très gogos ou aux très complices de cette affaire, mais moi, je ne suis pas né de la dernière pluie et beaucoup de Français non plus, et j'ai bien compris que c'était éminemment politique. Bon, on va y revenir. Donc on est de plus en plus embarqué dans un choix de société, un choix de ce que j'appelle dans le livre de néo-civilisation. Et la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va basculer. Est-ce qu'on continue sur le chemin qui est tracé depuis plus d'un an, qui avait commencé avant, mais ça s'est accéléré de manière fulgurante depuis plus d'un an, vers les contrôles, les surveillances numériques, les privations de liberté, le passeport sanitaire, toutes ces choses-là, on va y revenir. Bien sûr. Et puis une France qui est complètement soumise aux lobbies financiers, européens, pharmaceutiques, etc. Où est-ce qu'on décide de basculer de l'autre côté vers une société qui reste humaine, de dignité, de liberté individuelle, de liberté collective et de liberté de notre pays. C'est peut-être le plus grand choix que chacun d'entre nous on aura à faire dans notre vie. Et je dis nous, on fera ce choix parce que ça dépendra de personne d'autre. Et j'essaie d'expliquer dans ce livre, il ne faut pas compter sur les contre-pouvoirs. Alors justement, ça tombe bien, parce que c'est la question qui vient. Vous livrez une charge assez lourde contre les oppositions à La République En Marche, au gouvernement. Vous dites qu'au mieux, ceux qui minent de s'opposer à la politique en cours critiquent la chronologie finalement des mesures sanitaires. Il aurait fallu un confinement plus tard, un confinement plus tôt, mais ne vont pas au cœur des choses et ne déplorent pas finalement cette privation des libertés qui s'abat sur les Français depuis plus d'un an. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'image que j'emploie, c'est de dire, voilà, vous avez le geôlier Macron, il vous a mis sous cage, et en fait, l'opposition officielle, contrôlée, avec beaucoup de guillemets, elle est là pour dire, moi, je voudrais repeindre ma cage en vert, en jaune, en rose, en bleu, en rouge, tout ce que vous voulez. C'est tout. Il n'y en a aucun qui vous dit, non, attendez, moi, je veux m'évader. Voilà. Et je voudrais d'ailleurs que le geôlier, ce soit lui qui soit en cage, parce que lui, il le mérite, pour tout ce qu'il fait au peuple français. Voilà, c'est ça. Où est l'opposition? C'est un des chapitres de ce livre. Où est l'opposition? Mais comment on explique justement cette docilité, j'allais dire, de l'opposition, puisque finalement, on a parfois des réflexes pavloviens dans les oppositions politiques qui vont critiquer, y compris des projets qui seraient positifs. Et là, on assiste peut-être au strict inverse. Manque de travail, d'abord. Là, je vais être d'abord sur ceux qui sont de bonne foi. Manque de travail. Il faut lire beaucoup dans cette crise. Il faut lire en français, il faut lire en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'études internationales. Il faut se documenter, sinon on raconte des bêtises, ou sinon on gobe tout ce que les médecins de plateau de télé vous disent matin, midi et soir sur BFM TV et ailleurs. Bon, donc il faut se documenter, manque de travail. Ensuite, il y a une partie de l'opposition qui est complice. Parce qu'il y en a certains qui s'imaginent demain secrétaire d'État de Macron réélu en 2022. Pas se leurrer, évidemment. Il y en a qui sont complices, ils savent qu'ils ne seront pas secrétaire d'État, mais ils sont l'opposition chouchou de Macron, ils veulent le rester. Et puis ils sont complices parce que c'est tellement plus confortable d'être une opposition
qui va par exemple demander un couvre-feu à 20h, ou qui va demander à ce qu'on rouvre les musées. Bon, ça ne mange pas de pain. Quand vous dites ça, vous êtes plutôt bien traité à la télé. Quand vous êtes dans ma position, je ne suis pas le seul, mais en tout cas, dans le monde politique, on n'est pas très nombreux, à fondamentalement remettre en cause la stratégie qui est choisie, à demander une rupture radicale et un changement complet, vous êtes très, très, très durement traité. Ce n'est pas du tout une sinécure que d'aller sur les plateaux de télé en ce moment. Vous êtes traité d'irresponsable, voire de criminel. Voilà, donc il y a ça. Et puis l'espèce de ronron d'une opposition qui a oublié qu'elle avait un rôle fondamental, qui est de défendre les intérêts des Français. Voilà. Mais il y a l'opposition politique, notamment à l'Assemblée nationale, quand il s'est agi, par exemple, le 21 janvier, de voter la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Vous aviez dans l'hémicycle 0 député RN, 5 France Insoumise, 15 Républicains, et je crois 3 ou 4 socialistes. Mais ce qu'on vous répond, c'est que de toute façon, la majorité est déjà quasi acquise, donc ça ne sert à rien de jouer Alors, je demande à ces députés de démissionner. S'ils pensent vraiment que l'opposition, ça ne sert à rien, il faut arrêter de se faire payer 7 000 € par mois. Non, mais je veux dire, et puis tous les avantages à côté. Il faut démissionner si on pense vraiment ça. D'autant que je ne crois pas du tout cela. Bien sûr qu'ils sont numériquement minoritaires à chaque fois. Mais enfin, on sait très bien que le rôle d'un Parlement, par exemple, c'est aussi de faire naître des débats. C'est une caisse de résonance extraordinaire. C'est d'informer, de réinformer les Français, de sensibiliser pour des luttes. Voilà. Et ils ne font pas ce boulot-là. Ils ne le font pas. Voilà. Et puis, vous savez, dans l'opposition, il n'y a pas que l'opposition politique. Il y a les contre-pouvoirs. Les grands médias sont... Alors là, personne ne sera surpris, donc je vais vite passer sur le sujet. Les grands médias sont à plat ventre devant Macron sur ce sujet-là depuis le début. Ils relaient toutes les campagnes de communication du gouvernement. Et la justice, normalement en France, on a un juge des libertés qui défend nos libertés. C'est une vieille tradition française, c'est le Conseil d'État. On y reviendra tout à l'heure. Alors lui aussi, complètement soumis. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les juridictions dans d'autres pays qui sont beaucoup plus vaillantes, beaucoup plus tenaces pour défendre les libertés. Alors pour revenir sur cette question de l'opposition timide, j'allais dire, est-ce que finalement, je vais faire ma populiste, pour une fois je prendrai le contre-pied tout à l'heure, est-ce que finalement c'est pas tout simplement que, opposition ou pas, on fait partie d'une certaine élite, on va sur les plateaux de télévision pour répondre à des entretiens, finalement le couvre-feu, le confinement, bon ça passe pas forcément par ces personnalités. C'est pas populiste, c'est la vérité. C'est-à-dire que, opposition d'ailleurs ou majorité, la plupart des gens qui demandent des confinements, par exemple, ne les vivent pas, ne les subissent pas. Il faut que les Français qui nous regardent le sachent. Parce qu'eux ont les dérogations. Eux ont les attestations. Eux, par exemple, ont le droit, c'est le cas de parlementaires ou de ministres, de circuler totalement librement. Et puis, eux, ils auront le salaire qui tombe à la fin du mois à 100%. Ils n'ont pas le chômage partiel, ils n'ont pas les licenciements, etc., évidemment. Donc, non, ça fait partie de l'explication, évidemment. C'est une évidence. Ce n'est pas toute l'explication, mais ça fait partie de l'explication. Et je pense que ce n'est pas du tout populiste. Ça fait écho un peu à la fameuse polémique de la semaine avec ces restaurants clandestins. Enfin, ces restaurants, d'ailleurs, soit dit en passant, ce n'est pas exactement un restaurant, avec le fameux Pierre-Jean Chalençon. Et alors vous avez une position assez détonnante, j'allais dire, par rapport à l'essentiel des responsables politiques, puisque vous considérez, non pas cela très bien, mais qu'il faudrait de toute façon que tous les restaurants soient ouverts et donc que chacun puisse aller déjeuner quand il veut ou dîner. Enfin, j'ai vu les images là, devant le palais Vivienne. Il y avait, je sais pas, 15 policiers qui arrivent. Et puis on nous a dit qu'il y avait même la police scientifique. Donc je pense qu'ils ont relevé les traces ADN, les empreintes génétiques et digitales des personnes, des convives, pour faire une enquête fouillée derrière. Et puis ensuite on les emmène en garde à vue. Alors moi je dis pas, une fois qu'on a emmené en garde à vue des petits jeunes qui avaient fait des soirées chez eux, ou des rêves parties, une fois qu'on a emmené en garde à vue des petits restaurateurs qui avaient rouvert leur restaurant illégalement, je ne dis pas qu'eux ne doivent pas aller en garde à vue. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures à avoir, bien sûr. Mais je pense qu'on pourrait régler autrement cette affaire en rouvrant tous les restaurants. En rouvrant tout d'ailleurs. Et par définition, il n'y aurait plus de restaurants clandestins. Alors on me dit que ça va faire exploser l'épidémie. C'est faux. En Espagne, ils ont rouvert les restaurants, ils ne les ont pas fermés d'ailleurs. Depuis des mois et des mois, vous allez voir les chiffres espagnols, ils sont bien meilleurs que les chiffres français. C'est en chute libre. Le Texas, le Mississippi, un certain nombre d'États des États-Unis ont tout rouvert, ont arrêté avec le masque obligatoire début mars. On est quand même là presque mi-avril. Ça fait plus d'1 mois, on a largement le recul. La courbe est en chute libre. Donc si vous voulez, c'est même pas de la science qu'ils nous disent, c'est évidemment pas de la médecine. C'est empirique. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas une crise sanitaire. On est en train de mettre des prêtres en garde à vue parce qu'ils font une messe sans masque. Ce qu'on a vu.
On met des restaurateurs, des petits jeunes qui font des soirées chez eux et ça en garde à vue. Ils sont condamnés. Certains ont été condamnés à la prison ferme, je le dis quand même, hein, alors que certains violeurs ne le sont pas. Et on mobilise des forces de police et de justice qu'on humilie à faire ça. Ils sont humiliés par leur gouvernement, ils font leur boulot, enfin c'est humiliant. Alors qu'à côté... Comme dirait Mélenchon avec les policiers, ils peuvent démissionner si ça leur plaît pas. Oui, mais enfin bon, vous savez, il faut bien qu'ils mangent. Et ils sont pas forcément de la haute, les policiers. Donc c'est très compliqué, je pense, pour un certain nombre d'entre eux. Certains adorent faire les petits cow-boys, mais il y en a un certain nombre d'autres, beaucoup quand même des gendarmes et des policiers qui me le disent, qui se sentent humiliés par cette instrumentalisation et qui d'ailleurs ne mettent pas beaucoup de zèle, Dieu merci, à faire respecter le port du masque, etc. Mais si vous voulez... On est en train de faire ça et pendant ce temps-là, vous avez des bagarres de caïds dans certains quartiers, vous avez les criminels, les terroristes et les délinquants qui sévissent en paix. Alors moi, c'est juste ce que je veux dans cette affaire. La seule chose, moi c'est pas le restaurant clandestin qui me choque. La seule chose que je veux, c'est les noms de tous les hypocrites, ministres, journalistes, tout ce que vous voulez, médecins de plateau de télé, qui vont le soir festoyer sans masque dans ces restos ou ces soirées privées, et qui la journée, sur les plateaux télé, nous font la leçon. Mettez bien votre masque au-dessus du nez, confinez-vous chez vous, c'est criminel de se rassembler à plus de 6, etc. Je veux les noms de ces hypocrites, et il y en a évidemment. M6 l'a avoué, ils sont en train de mener l'enquête. Le Parisien avait fait un grand papier là-dessus fin janvier également. Alors, vous évoquez dans votre livre aussi le fameux Grand Reset dont on a beaucoup parlé, de Klaus Schwab. C'est l'homme qui est à l'origine du forum de Davos. Et parmi ses déclarations, il explique qu'en France ou en Grande-Bretagne, on devrait s'attendre à ce que 75% environ des restaurateurs fassent faillite, avec eux une descente aux enfers aussi d'un grand nombre d'indépendants. Et parmi eux, beaucoup pourraient ne plus retrouver de travail. C'est comme ça qu'arrive la fameuse idée du revenu universel. Vous le rappelez d'ailleurs, et c'est amusant, que Benoît Hamon l'avait popularisé en 2017 et que tout le monde se moquait de lui pour cette idée. On voit finalement qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus dans le champ des possibles. Oui, d'ailleurs, Klaus Schwab, qui est donc le patron du Forum économique de Davos, avait déclaré dans une interview à un journal, je crois, allemand, en 2017, que cette affaire de revenu de base ou revenu universel, c'était un peu trop tôt et qu'on allait en parler dans les décennies qui viennent. On y est, 2021, nous sommes dans la décennie suivante, et on en parle. Et on en parle dans tous les pays au même moment d'ailleurs, hein. Tous les pays occidentaux du moins. Cela dit, c'est tous les pays qui vivent la crise. Oui, en tout cas tous les pays qui gèrent extrêmement mal la crise. Là où il y a le plus de mortalité, c'est-à-dire les pays riches, pays occidentaux. Pas tous, mais beaucoup. Et évidemment, c'est-à-dire que les choses sont bien faites. Vous avez disparition des indépendants. Parce qu'on ne me fasse pas croire que ce sont les aides, etc., et que demain, tout va rouvrir en mode normal et qu'on aura tous nos bars, nos cafés, nos restaurants, nos salles de sport indépendantes, nos théâtres, nos cinémas. C'est faux. Oui, puis ils le savent très bien. Les PGE à rembourser, etc. Mais bien sûr, ils auront des remboursements. D'abord, certains ont déjà fait faillite, beaucoup même. Et puis, il y a des changements de mode de vie des Français entre-temps. Plus ça s'installe, plus les gens apprennent à se faire livrer chez eux, à ne plus aller au restaurant. Voilà, il y a un mode de vie qui change. On devient en gros des parfaits petits Américains. Bon. Donc, si vous voulez, ces indépendants, ils vont faire faillite, mais ça ne tirera pas une larme au gouvernement. D'ailleurs, on le voit bien, ils s'en fichent complètement. Ils seront remplacés. Ils seront remplacés par des grandes chaînes, par du numérique, par des transnationales. Je dis dans le livre, d'ailleurs, vous êtes pris en charge maintenant du berceau au cercueil. Pour votre éducation, pour vos divertissements, pour votre consommation de produits de base, pour votre alimentation. Vous êtes pris en charge du berceau au cercueil par ces grandes transnationales qui sont main dans la main avec les États, en tout cas certains États, dont la France. Voilà, donc ils seront remplacés. Mais ils seront remplacés par, je suis désolé, quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'est la France. La France, c'est ces petits bistrots, c'est cet art de vivre, c'est cette culture, c'est cette gastronomie. Et qui ne correspond pas à un intérêt, je crois, humain, économique, social, à un monde même, tout simplement, qui garde une âme. Qui garde une âme. Pour moi, ce n'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre, ce monde-là. Certainement pas, où je serais obligé de flasher un QR code à chaque fois que je vais manger dans un hangar à bouffe géré par une chaîne américaine. Pour caricaturer, enfin franchement je caricature pas beaucoup. Et puis ensuite on me dira non, maintenant il faut même un vaccin, et puis il faut refaire le vaccin tous les 6 mois. Je suis désolé, je veux pas de ce monde-là. C'est pour ça qu'on se bat. Alors on va revenir quand même sur cette question de revenu universel parce que on a le sentiment que dans la population, il y a une partie... d'ailleurs je vous ai pas répondu là-dessus, mais on va en parler. Il y a une partie des Français qui n'est pas du tout opposée, et c'est peut-être d'ailleurs le plus gros effet pervers de cette question de revenu universel, et c'était un peu mon contre-pied populiste, c'est qu'il est temps que les Français peut-être comprennent
que les perfusions, ça a un prix. Le prix, c'est la liberté. C'est-à-dire que le revenu universel, certains se disent c'est formidable, etc. Bon, d'abord, rêvez pas trop, ça sera 1000 balles. Hein. Ça a été expérimenté en Espagne, en Allemagne. En Allemagne, ils ont mis 1200. En Espagne, ils ont mis 1000. En France, ça sera 1100, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit SMIC. Bon. Donc, criez pas victoire. C'est difficile sans de rien vivre. faire. Alors, sans rien faire, parce qu'en fait, ce seront des gens dont on estime, ce que disait Schwab, qu'il n'y a plus de boulot pour eux. On va confondre avec les chômeurs. Les chômeurs, voilà, il y a du chômage, malheureusement, des gens qui cherchent du boulot, etc. Et ça, on nous a toujours, en tout cas, dit dans le discours qu'on essayait de créer du boulot pour eux, ce qu'on ne fait pas. Mais enfin bon, là, c'est autre chose. On part du principe qu'il n'y a plus de boulot pour tout le monde, qu'il y a même de larges pans de la population qui n'auront plus de boulot. Mais c'est pas grave, parce que vous avez derrière le revenu universel, vous recevez un chèque signé de l'État ou de la Banque centrale, de 1000 balles en gros par mois. Voilà. Mais d'abord, on ne vit pas très bien avec ce revenu-là. Deuxièmement, moi je crois qu'il y a une dignité quand même, je le crois profondément, et je crois que c'est partagé quand même encore par beaucoup de monde, de l'homme et de la femme, à s'épanouir. Je ne dis pas que tout travail est épanouissant, loin de là malheureusement, mais enfin quand même à se rendre utile à la société et à avoir une bonne considération de soi-même. Je pense que c'est vital pour un homme, c'est vital. Et troisièmement, votre employeur, vous en avez quand même un, c'est l'État ou la Banque centrale. Et donc si demain il décide de vous couper le revenu universel parce que vous êtes devenu un mauvais citoyen, et là encore je ne suis pas dans la science-fiction, je vais regarder ce qui se passe en Chine. Vous avez une note, un crédit social comme on dit en Chine, et puis vous avez perdu des points sur votre note. C'est ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction, en tout cas dans les grandes villes. Eh bien vous perdez des droits. Alors vous allez d'abord perdre votre revenu universel, donc là ça va être compliqué pour vous quand même. Mais ensuite, vous perdrez des droits, le droit de vous déplacer, droit de prendre le train, droit de prendre l'avion, droit d'aller dans un restaurant. Et puis, votre note, elle sera publique. En Chine, elle est publique. Alors tout ça, ça paraît un peu délirant, ou ça paraissait délirant peut-être il y a un an. On dirait Black Mirror. Ça paraît moins délirant aujourd'hui, parce que ça s'est mis en place concrètement dans le monde. Et parce que quand on écoute bien les discours de tous ces gens-là, on sait bien que c'est ça qu'il y a derrière. Voilà. Passeport sanitaire, moi je suis désolé, je suis impressionné par la vitesse à laquelle cette chose-là se met en place. Impressionné. En quelques semaines, ils sont capables de vous mettre en place un système de QR code partout, de passeport, de se coordonner. L'Europe, le 17 mars, ça y est, initiative législative. Ils nous disent, Thierry Breton, le commissaire européen, nous dit c'est prêt pour le 15 juin. Enfin, on aimerait bien qu'il soit aussi efficace, au moins, dans d'autres domaines. Bon. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est cette société-là qui est derrière. C'est aux Français de choisir. Avant qu'on passe à la vaccination, Florian Philippot, j'aimerais qu'on revienne sur un élément dont vous avez parlé, c'est finalement comment les géants, certains géants ont tiré leur épingle du jeu dans cette crise, puisque vous l'avez dit, beaucoup d'indépendants, eux, paieront un lourd tribut. Néanmoins, on voit que les géants du numérique s'en sortent très bien. On pense à Amazon notamment, qui évidemment avec les livraisons fonctionne très bien. Mais on pense aussi à ces géants du numérique qui gèrent les plateformes de réseaux sociaux, comme on dit, qui elles aussi ont acquis de plus en plus de précarés, notamment celui qui consiste à légiférer sur la liberté d'expression. Totalement. Il y a d'abord des vrais gagnants de cette crise. J'ai même vu les statistiques sur les milliardaires français. Ils n'ont jamais augmenté autant leur fortune que pendant cette année-là, notamment ceux qui travaillent dans les biotech et dans le numérique. Ça a explosé. Bon, il y a ces gagnants que vous avez cités, les GAFAM, etc., qui d'ailleurs, pas un n'est français. Il n'y a rien de français là-dedans. Mais ça ne doit pas embêter beaucoup Emmanuel Macron, qui de toute façon n'a jamais pensé, à mon avis, français. National, oui, bien sûr. S'en moque complètement. Donc voilà, pour l'intérêt de la France, on repassera. Et effectivement, ces grosses, très très grosses boîtes, ces transnationales, deviennent des quasi-États. Et elles se permettent notamment d'intervenir dans nos libertés les plus fondamentales, et notamment la liberté d'expression. Et on a vu en cette année 2020, comme jamais, la censure progresser. Alors, ce n'est pas totalement nouveau. La censure, elle ne faisait que progresser depuis plusieurs dizaines d'années, par des lois, par déjà les GAFAM qui pointaient le bout de leur museau et qui de plus en plus commençaient à censurer. Enfin, depuis la crise sanitaire, c'est une accélération incroyable. Des centaines de milliers de comptes, Facebook, YouTube, de chaînes, etc., qui ont été supprimés. Vous-même, je crois que vous en avez été victime pendant une semaine parce que vous avez interviewé une personne qu'il ne fallait pas, enfin, dans leur logiciel, etc. Et puis, on a même vu le compte du président élu des États-Unis, Donald Trump, être supprimé. Aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Alors, il y avait 88 millions d'abonnés. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on devrait faire normalement? Un État digne de ce nom, il devrait dire « Stop, on met le holà ». Il y a des lois. Par exemple, la Pologne le fait. Il y a une loi, on met en place une loi anti-censure. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais ils font l'inverse. En France, ils font l'inverse. Ils ont essayé de faire passer la loi Avia.
30 juin dernier. Comme ça ne marche pas, il repasse par l'Union européenne. Il pleurniche un peu. J'ai vu Attal, le jour où Trump a vu son compte Twitter suspendu, Attal a pleuré un peu le matin à la radio. Enfin, le lendemain, on n'en parlait plus. Hein. Et puis, ça a même touché des médecins parce qu'ils ont l'outrecuidance de recommander des traitements, etc., etc. Les États sont complices. Ça avance main dans la main. Ça avance main dans la main là-dessus. Ça avance main dans la main sur la société qui vient. Est-ce qu'ils sont juste impuissants ? Je crois pas. Je pense que, vous savez, normalement, il y a force à la loi à la fin. Non, je pense que c'est pas une impuissance. Je pense que ça ne les dérange pas. Je pense que c'est même plutôt pas mal de faire taire des dissidences. Je vais citer là le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré en février dernier cette pandémie sert de prétexte pour brider nos libertés les plus fondamentales et restreindre la voix des opposants. Voilà, je le cite. Exactement. Mais vous pensez que Macron... Qu'est-ce qui arrange Macron, à votre avis ? Avoir un peuple confiné, sous couvre-feu, bâillonné, qui peut très difficilement manifester. Les conditions aujourd'hui des manifestations, même déclarées, sont épouvantables. Qui va voter à distance, sans campagne électorale, etc. Ou un peuple légitimement en colère qui se fait entendre aussi bien dans la rue, mais aussi sur Internet, qui pourrait se faire entendre très librement. Macron, il préfère l'option numéro 1. Évidemment, et pour ça il a besoin de complices, il ne peut pas tout faire tout seul, et les complices ce sont ces transnationales. Et vous dites d'ailleurs que tout ce phénomène induit quelque chose qui est presque encore plus inquiétant, c'est l'autocensure. Ah oui, bien sûr. Par exemple, vous êtes une chaîne YouTube, et vous avez reçu quelqu'un qui a amené votre chaîne à être censurée pendant une semaine. Vous allez réfléchir à 3 fois avant de la réinviter, ce qui est odieux. Et puis les autres à côté, ils vont dire oui, mais elle, on sait que on sait que ça provoque des censures, donc je ne vais pas l'inviter, je ne vais pas prendre le risque. Et donc vous rentrez dans un phénomène où vous n'avez même plus besoin qu'en fait on appuie sur le bouton censure, vous le faites vous-même. C'est ça, vous dites d'ailleurs, il faut être sur la ligne de crête. Bien sûr, il faut être sur la ligne de crête. Mais moi-même, quand je m'exprime sur ces plateformes-là, je suis obligé d'être sur la ligne de crête. Bien évidemment. Il vaut mieux quand même faire passer son message que d'avoir une chaîne. Alors certains nous disent, oui, mais il y a les réseaux alternatifs. Bien sûr. Très bien, et je les encourage. Et je ferai tout pour les encourager. Enfin, il faut aussi être réaliste. Ces réseaux alternatifs, pour l'instant, ils ont 1/1000 de l'audience des grands réseaux conventionnels. Peut-être je suis difficile, 1/100. Donc, on ne peut pas laisser simplement nos adversaires, les mondialistes, les covidistes, avoir le monopole sur ces réseaux. Il ne faut pas. Alors on va revenir. Malin, on est obligé d'être malin. On va revenir à un autre sujet tabou, du moins quand on veut s'exprimer librement, c'est évidemment la vaccination. C'est présenté par le gouvernement comme l'unique possibilité de sortir de cette crise sanitaire. Pourtant, la semaine dernière, un arrêt du Conseil d'État est venu doucher l'espoir de nombreux Français. Un octogénaire vacciné avait demandé le droit de recouvrer sa liberté, de ne plus respecter les confinements et le couvre-feu. L'arrêt rendu par le Conseil d'État a rejeté cette requête. Je vous propose d'écouter un de ses avocats. Il s'agit de Maître Henri Delagarde. On va écouter ce qu'il nous dit. C'est une décision qui est inquiétante pour la suite, mais le plus inquiétant, c'est la stratégie qu'a adoptée le gouvernement en défense face à notre recours. Le gouvernement demandait le rejet de notre demande, notamment au motif que les vaccins ne fonctionnaient pas à 100% et qu'il y avait une incertitude sur l'efficacité des vaccins. On se dit comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une politique de vaccination à grande échelle alors que le gouvernement, celui qui promeut ça, indique que ça ne marche pas vraiment. La question de fond qui était posée au Conseil d'État, c'est est-ce qu'on peut discriminer les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées ? Très prudemment, le Conseil d'État a préféré ne pas répondre à cette question. Pourtant, au regard du droit existant, il existe déjà des discriminations au bénéfice des personnes vaccinées. Je pense notamment à 3 types de discrimination qui bénéficient aux personnes vaccinées. La première discrimination, c'est si votre enfant n'est pas vacciné, il n'a pas le droit d'aller en crèche ou d'être accueilli dans le système scolaire. Un autre exemple encore, si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, vous n'avez pas le droit d'aller en Guyane. Et enfin, un dernier exemple, le gouvernement a pris le 5 mars une circulaire pour autoriser les résidents en EHPAD à sortir que s'ils étaient doublement vaccinés. C'est intéressant d'avoir la position du Conseil d'État parce que le passeport vaccinal va bientôt être mis en place d'ici 2 mois et demi et ça aurait permis de donner une image claire et nette du droit. Alors qu'est-ce que vous avez évoqué cette décision du Conseil d'État ? Elle est extrêmement importante à tous ceux qui croyaient que
à cette équation, avancée par Véran, notamment matin, midi et soir aussi à la télé. Vaccin égale liberté. Eux-mêmes, Véran, le Conseil d'État, ont répondu non. Parce que moi, j'ai lu le mémoire en défense de Véran, ministère de la Santé, au Conseil d'État. Cet homme de 83 ans a dit « Moi, je suis doublement vacciné, je veux retrouver ma liberté ». Bon, je ne juge même pas le fond de l'affaire. Bon, je regarde simplement comment il raisonne. C'est ça qui est intéressant. Et le Conseil d'État répond non. Ils ont répondu en 24 heures, ça ne sera pas le cas. Mais il faut regarder surtout les arguments avancés par Véran. Parce que Véran recommandait le non. Et Véran a dit « Efficacité partielle du vaccin. Efficacité particulièrement contingente du fait de l'apparition de nouveaux variants. Le vaccin n'empêche pas la transmission aux tiers. » 3 grands arguments. Du moins, on n'est pas certain qu'il l'empêche. En tout cas, c'est écrit comme ça dans le mémoire de défense, c'est écrit de manière affirmative. Bon. Et ce matin, d'ailleurs, sur RTL, Véran ajoute « On verra si le vaccin assure une protection vraiment solide et durable et si on ne va pas être piégé par des variants. » Bon, peut-être. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient pas un instant à ce qu'ils ont vendu aux Français. Faites-vous vacciner en masse, vous retrouverez votre liberté. Évidemment que non. Mais vous croyez quoi? J'ai envie de dire aux gens qui sont un peu naïfs là-dessus, vous croyez qu'ils vont vous rendre demain vos libertés comme ça? Mais regardez comment ça fonctionne depuis plus d'1 an. Pas comme ça que ça fonctionne. Ils vous en enlèvent de plus en plus, pour votre bien. Ils vont pas vous la rendre comme ça. Ils trouveront toujours des arguments. Ils vont peut-être alléger un peu les choses, mais enfin, ils vont pas vous rendre votre liberté. Et puis par principe, est-ce qu'on doit accepter que la liberté soit conditionnée par quoi que ce soit? Je ne parle pas de la liberté d'aller en Guyane, Je parle de la liberté les plus fondamentales de votre vie quotidienne. Aller au restaurant, d'aller dans les magasins. Aller au restaurant, marcher quand on veut dehors, aller voir ses amis, aller au cinéma, travailler, prendre un avion, prendre un train. Bon. Enfin écoutez, si on accepte que la liberté soit conditionnée à quoi que ce soit, mais dans quel engrenage on met le doigt? Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. La liberté, c'est un absolu. Soit dit en passant, dans la décision du Conseil d'État, on constate aussi qu'à défaut en plus de refuser à cet octogénaire vacciné de ne plus respecter le confinement, il est aussi stipulé qu'on ne peut pas non plus abandonner les gestes barrières. Mais non, mais ni le masque d'ailleurs. Oui, enfin, là, ils viennent d'annoncer d'ailleurs qu'il faudrait mettre le masque sur un certain nombre de plages en France cet été. Cet été, oui. J'espère que les gens ne vont pas respecter ça quand même. Et qu'il n'y aura pas de police municipale avec beaucoup de zèle pour faire respecter ça, enfin que chacun sera intelligent. Mais ça veut dire quoi après sur le fond? Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement s'embarquer dans la seule stratégie vaccinale. Qu'il est évident qu'un arsenal de réponses, c'est aussi la prévention et le traitement. Alors c'est les grands tabous selon vous? C'est les énormes tabous. En tout cas, les traitements sont tabous quand ils ne coûtent rien. Quand ils ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique parce que, comme l'ivermectine par exemple, ils sont génériqués depuis très longtemps. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut rendre aux médecins leur liberté de prescrire. Et puis, il faut arrêter de fermer des lits à l'hôpital, parce qu'ils continuent d'enfermer. Vous voyez, donc, normalement, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. On voit un virus arriver, très bien. Bon, enfin, très bien, non, c'est pas bien, mais il y a un virus. Bon, on le gère normalement, sereinement. On apprend à le connaître, on fait de la recherche. Une fois qu'on le connaît, et on le connaît maintenant, eh bien, on met en place des stratégies de prévention. Par exemple, on sait, ça c'est hallucinant, personne n'en parle, on sait que ce virus, il tue énormément de gens qui ont des problèmes d'obésité. C'est pas stigmatiser les obèses que de dire ça. Ça s'appelle une politique de santé publique. Une politique intelligente, ça aurait été, au lieu de nous dire tous les matins dans le tympan, quand on allume la radio, que la vaccination c'est la liberté, moi j'aimerais entendre des campagnes pour dire faites du sport, bougez, mangez, bougez, surveillez une alimentation équilibrée, et puis que ça suive un peu partout, parce qu'on sait que c'est un facteur énorme de mortalité. Voilà, malheureusement, mais c'est comme ça. Ça, c'est une politique de santé publique, intelligente. Mais ça, vous ne l'entendez pas du tout. Je crois même que jamais Véran n'a parlé de ce facteur-là. Alors que vous parlez à n'importe quel médecin réanimateur, il vous dit « Moi, 8 personnes sur 10 que j'ai dans ma réanimation sont des personnes en surpoids important. » Bon, c'est comme ça. Et puis on aurait autorisé les traitements, on aurait laissé les médecins libres de prescrire ce qu'ils veulent. Et puis on aurait renforcé l'hôpital là où il faut, y compris par des lits. Parce qu'on nous dit c'est impossible de rouvrir des lits de réanimation, il faut 10 ans de formation pour les réanimateurs, etc. Oui, un réanimateur, oui. Enfin bon, vous mettez des lits de surveillance, et il y en a, et vous mettez à côté des étudiants en fin de cycle, et vous les formez en quelques semaines, non pas pour être réanimateurs, mais pour surveiller les personnes qui ne sont pas intubées. Parce qu'on sait que les 3/4 aujourd'hui des personnes en réanimation ne sont pas intubées, tant mieux. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, tout ça ce sont des prétextes. Donc voilà, et puis à côté, on laisserait
les gens vivre, on laisserait la liberté, on laisserait la société vivre et on éviterait de couler notre économie, de couler le moral des gens, de couler les études des étudiants, de couler la psychologie des enfants. Enfin, on est en train de tuer le pays. C'est tout. Voilà, c'est complètement pathologique le mode de fonctionnement actuel de la société française et ça nous amène à des situations où on envoie 15 policiers pour aller chercher 2 prêtres à la sortie de leur église ou des restaurateurs à la sortie de leur restaurant. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. Donc là, voilà, les naïfs, si vous croyez que vaccin égale liberté, vous lisez la décision du Conseil d'État et j'espère que ça vous fera changer d'avis. Et puis par ailleurs, vous lisez l'étude qu'a sortie l'Institut Pasteur hier ou avant-hier qui explique que de toute façon, pour avoir une vie, pour relâcher, comme ils disent, le contrôle, relâcher le contrôle, déjà je trouve le terme bizarre, il faudra vacciner 90% des plus de 65 ans et 70% des 0-64 ans, donc, dont les enfants. Absolument. Voilà, donc inatteignable en réalité. Voilà. Ou alors, ce au 1er septembre. Ou alors il faudra mettre l'obligation vaccinale et on rentre dans d'autres débats. Et puis, comme disait Raoult, ça sera la révolution. Voilà. Donc, alors justement, ça c'est une bonne question. Et ça au 1er septembre, oui. Ce sera la révolution. Est-ce que finalement, on n'a pas tordu le cou à l'idée des Gaulois réfractaires avec cette crise? Ah si, les Gaulois en ce moment, les Vikings ont été réfractaires au Danemark. Alors là, bravo les Vikings réfractaires, eux ils manifestent dès qu'il faut, ils sont à fond, Alors en même temps, c'est vrai qu'eux ils peuvent manifester devant leur parlement. Nous, en France, honnêtement, on manifeste devant le Parlement, on se prend tout de suite les LBD, le gaz, le lacrymo. C'est très dur, hein, les canons à eau, etc. Il y a plus de répression en France, beaucoup plus. Et ça, c'est le phénomène suite des Gilets jaunes. Oui, bien sûr. Donc, il faut quand même comparer. Mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, les Gaulois, ils ont un coup sur la tête, quoi. Alors, ça bouge un peu. Hein. Je trouve que ça bouge. Nous, on voit dans nos rassemblements le week-end, il y a quand même une vraie montée du nombre de participants partout en France. On voit aussi des collectifs d'artistes, etc., qui font des choses un peu dissidentes, qui se mettent à danser dans la rue, à chanter. Et c'est ça aujourd'hui la vraie dissidence. On voit des médecins qui créent des collectifs, qui se font entendre, etc. Donc ça bouge quand même. Mais on est encore très loin de notre réputation. Enfin, la France, normalement, c'est pas ça. La France, c'est normalement un pays qui peut être éruptif au bon sens du terme. Quand on embête le Gaulois, normalement, il ne se laisse pas faire. En ce moment, il se laisse un peu faire quand même. Hein. Il va falloir que ça change. Alors, dans ce livre, évidemment, on l'a compris, vous dressez un constat particulièrement accablant des décisions politiques de cette dernière année, même si vous avez critiqué auparavant les précédentes. Mais vous critiquez aussi beaucoup l'Union européenne, évidemment. On a le sentiment, là encore, que c'est un procès un peu rapide contre l'Union européenne, puisque finalement, les dirigeants européens sont ni plus ni moins des super dirigeants français, et que finalement, c'est la classe politique qui est à revoir. De toute façon, toute critique de l'Union européenne n'exonère jamais nos gouvernants. Ils sont parfaitement complices. Macron, Castex, Véran et les précédents, ils souscrivent totalement à cette logique européiste. Voilà, donc moi, quand je critique l'Union européenne, ça ne veut pas dire que je disculpe nos gouvernants et notre président de la République, certainement pas. Non, ce que je dis simplement, c'est que tant qu'on est dans l'Union européenne, on est sûr de faire les mauvaises choses. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on l'aura quitté... Les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, c'est un échec ? Par exemple, l'Union européenne, depuis le début, c'est quoi, si on prend la chronologie ? D'abord, quand il fallait fermer les frontières, nous dire « laissez ouvertes vos frontières ». Très bien, grosse faute. Deuxièmement, les conflits d'intérêts. On ne sait pas pourquoi, d'un coup, le Remdesivir, premier médicament fin juin 2020, à avoir une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Or, c'est totalement inefficace, voire dangereux, voire mutagène, comme dit Raoult. Bon. Troisièmement, ils achètent quand même, ils récidivent. 3 mois plus tard, ils en achètent pour 1 milliard d'euros. Quatrièmement, moi je suis pour la liberté vaccinale. Donc ceux qui veulent se faire vacciner, je comprends qu'ils ont envie de le faire vite. Sauf que nous, on est passé par l'Union européenne. Donc c'est le grand bazar, le grand n'importe quoi. Les médecins vous disent on n'en a pas. Alors c'est assez incroyable parce etc. que vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron a essayé d'organiser des discussions avec le patron de Moderna, qui lui est français, même si c'est une entreprise américaine, et que finalement tout a été arrêté précisément pour laisser la primeur à l'Union européenne parce que ça devait être plus efficace. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne avaient commencé chacune à acheter de leur côté, et puis la Commission est arrivée en disant non, on va le faire, etc. Voilà. Vous avez l'Union européenne qui met en place très vite le passeport sanitaire. Donc si vous voulez, en réalité, je ne dis pas que sortie de l'Union européenne, ça sera tout de suite le paradis. Non, mais au moins on pourra avoir le choix d'être dans, pas tout de suite au paradis, mais enfin d'en prendre le chemin. De prendre le chemin d'une bonne politique conforme au bien commun et à l'intérêt national. Tant qu'on est dans l'Union européenne, qui est irréformable, ceux qui croient encore à cette
cette histoire, j'espère qu'ils sont vaccinés contre ça. En tout cas, tant qu'on est dans l'Union européenne, on est soumis aux décisions de l'Union européenne et donc aux décisions oligarchiques qui sont contraires au bien commun et à l'intérêt français. Et notamment, depuis un an, on est en permanence, nous, humiliés par l'Allemagne. Couple franco-allemand, couple maître-esclave. Hein. Maître allemand, esclave français. Peut-être. Enfin, l'Allemagne, là, aujourd'hui, là, ils disent, nous, on va acheter du Sputnik 5. Alors que Macron, il attend toujours, lui, l'autorisation de Bruxelles. L'Allemagne dit, quand elle le veut, moi, je ferme mes frontières. Et alors que nous, il faut une coordination européenne. L'Allemagne, quand elle veut, elle dit, j'impose aux Mosellans un test PCR tous les 2 jours pour traverser les frontières, y compris les travailleurs transfrontaliers. Moi, je suis élu de là-bas. Alors vous voyez la région Grand Est, Jean Rotner, mais le préfet aussi et tout le monde qui sont comme ça, en disant mais on pensait que c'était nos amis, on pensait qu'on était, mais ils sont vraiment, hein, on pensait qu'on était dans la coopération, le couple franco-allemand. Mais non, enfin les Allemands quand ils défendent leurs intérêts nationaux, ils n'en ont rien à faire de tout ça. Voilà, ils le font. Mais c'est la démonstration qu'on peut défendre son intérêt national et être dans l'Union européenne. Quand on est l'Allemagne. Oui, mais ça c'est un peu facile. Non, c'est pas facile. C'est que l'Allemagne, c'est la puissance dominante et qu'elle s'est construite très intelligemment. J'en veux pas à l'Allemagne, elle défend ses intérêts nationaux. J'en veux au gouvernement français d'être soumis. L'Allemagne s'est progressivement construit une politique européenne conforme à ses intérêts nationaux. L'euro, qui est un gros Deutschmark, qui n'est bon que pour l'Allemagne, et peut-être l'Autriche et les Pays-Bas, enfin la zone Deutschmark. Les traités de libre-échange, qui sont très bons pour vendre des voitures allemandes, ils sont très mauvais pour l'agriculture française. La politique du travail détaché, les travailleurs détachés, couplée à l'élargissement à l'Europe de l'Est, qui permet d'avoir une base industrielle magnifique pour l'industrie allemande à pas cher. Faire venir 1 million de migrants en 2015, ce qui était très bon pour le patronat, le grand patronat allemand qui voulait les faire bosser à 1 euro de l'heure. Vous voyez, ils ont construit toute une politique conforme systématiquement aux intérêts allemands. Voilà, même Quatremer, Jean Quatremer, qui est quand même un européiste forcené à la base, a fini par l'avouer dans une récente chronique, je crois, sur LCI, en disant enfin là, quand même, en fait, l'Allemagne, elle joue le jeu de l'Allemagne, pas le jeu européen. Et puis, je devrais y ajouter d'ailleurs l'avion de... Ça, c'est un vrai scandale. L'avion de combat du futur, le SCAF, d'assaut avec des partenaires allemands, où en fait, Merkel a dit non, nous, on veut récupérer les secrets technologiques français. Puis nous, on est en train de céder, hein. Il faut suivre cette affaire. Alors qu'on serait parfaitement capable de faire nous-mêmes notre propre avion, évidemment. Et qu'on a 15 ans d'avance technologique sur l'Allemagne. Là, en 6 mois, ils vont rattraper nos 15 ans puisqu'on va leur livrer nos secrets. Ça s'appelle de la haute trahison de la part des dirigeants français. Voilà, tout simplement. Alors, ça n'est plus punissable puisque Sarkozy l'a retiré de notre Constitution. C'est dommage. Il va falloir le remettre. On l'aura compris, Florian Philippot, vous êtes pour le Frexit, mais avant que les Français votent pour le Frexit, en théorie, ils sont censés voter pour les régionales. Vous êtes d'ailleurs tête de liste dans le Grand Est pour les Patriotes. C'était initialement prévu pour le mois de mars. Désormais, c'est prévu pour le mois de juin. Si tout va bien, il y a également la question de la présidentielle pour 2022. On évoque aussi possiblement le vote par correspondance, le vote numérique. Là aussi, on s'inquiète un peu pour la démocratie quand même. Le Covid est parfait. Le Covid, puisque les pièces et les billets sont contaminés, il faut passer à l'argent numérique. Le Covid, puisque les bulletins de vote sont des clusters potentiels, il faut passer au vote numérique sur machine à voter et au vote par correspondance. Bayrou l'a encore rappelé hier. Le Covid, c'est formidable pour plein de choses, en fait. Donc, il faut lutter absolument, totalement contre toute forme de vote par correspondance et arrêter le vote numérique. Il y en a déjà en France, mais il faudrait d'ailleurs le supprimer et certainement pas l'élargir. Mais là, ils sont en train de nous préparer en fait une élection sans campagne possible. Alors le Conseil scientifique a dit qu'il faudra faire une campagne par numéro vert et par Internet. Ça fera un numéro vert de plus. Voilà, ça fera un numéro vert de plus. Enfin, d'ailleurs, le numéro vert, il est à la charge des candidats. Donc, il y en a qui pourront se le permettre et d'autres qui ne pourront pas le payer. Bien sûr. Voilà. Puis on ne fait pas de campagne par numéro vert. Je suis désolé. Une campagne, c'est voir les gens, c'est discuter avec eux. Voilà, c'est ça une campagne. C'est humain, c'est politique. Alors, ceci dit, effectivement, pour offrir un choix aux habitants du Grand Est, je suis conseiller régional, je suis candidat, je mènerai une liste, je ne sais pas quand les élections auront lieu, j'offrirai le choix clair et net de la liberté. D'abord, liberté des régions par rapport au Grand Est, qui est une aberration, liberté des individus par rapport à cette crise Covid, et faire entendre une opposition, puisque tout le reste, là-bas, est complètement soumis au discours majoritaire de la France insoumise au Rassemblement national. Voilà. Et puis, par ailleurs, nous aurons des candidats un peu partout en France aux élections départementales. On sait on dit du moins que ces régionales sont les prémices de la présidentielle. Vous serez candidat à la présidentielle ? Honnêtement, je
on n'est pas beaucoup, hein, mais on n'est pas beaucoup à ne pas penser présidentielle tous les matins. Je ne pense pas du Même tout. en vous rasant ? Ouais, très sincèrement. Je fais encore partie des rares qui se rasent, puisque la barbe est à la mode, mais depuis quelques années. Mais non, mais je ne pense pas du tout à la présidentielle, et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je crois beaucoup au rassemblement. Je me lamente qu'il ne se fasse pas, le rassemblement souverainiste. Et je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Voilà, si c'est pour avoir 36 000 candidatures, ça ne sert à rien. Et je travaille honnêtement de manière, je crois, très sincère et très rigoureuse sur le rassemblement, mais ça n'avance pas du tout assez vite, voire parfois en recul. Et puis, je suis dans l'urgence du combat actuel, quoi. Vous pensez que les Français... Non, le combat actuel, c'est d'abord qu'on retrouve nos libertés, qu'on pare le pass sanitaire, qu'on l'empêche. On a quand même remporté des victoires récentes. Véran ne peut plus dire ce qu'il veut sur le sujet. Il a même annoncé qu'il n'y aurait peut-être pas de passeport sanitaire finalement en France, etc. Donc on doit mener cette bataille-là. Si on ne la mène pas, personne ne la mènera. On est le seul mouvement politique à être tout le temps dans les rassemblements, dans la rue, à faire entendre des choses claires et nettes. Si je commence à être obsédé par la présidentielle, on arrêtera le combat. Après, on verra. Merci beaucoup Florian Philippot. Je reprécise pour les téléspectateurs Covid-19, la grande bascule, disponible sur le site les-patriotes.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis bien sûr, commentez, likez, anglicisme et puis partagez cette vidéo. À bientôt.